Pour célébrer le centenaire de la maison Fragonard fondée en 1926, je vous propose d'aller au cœur de l'histoire familiale à travers 3 portraits olfactifs, celui des arrière-petites-filles du fondateur. Dans ce 3e épisode, je rencontre Anne Zamit qui a rejoint ses sœurs Agnès Webster et Françoise Fabre en 2000. Des odeurs grassoises de son enfance à celles de la rose qu'elle affectionne particulièrement, Anne évoque ses souvenirs olfactifs et nous partage son métier de médecin référent, sa formation initiale au sein de l'usine laboratoire d'Es Village, où elle officie sur toute la partie production cosmétologique. Entre le parfum des usines Fragonard et les senteurs de pin, thym ou romarin, Anne nous raconte comment elle a, aux côtés de ses 2 sœurs, mis son expertise scientifique au service de la maison familiale. Bonjour Anne. Bonjour Charlotte. Alors, nous allons tout d'abord faire ton petit portrait olfactif pour essayer de comprendre qui tu es, mais de manière totalement différente, un peu olfactivement. Quelle est l'odeur de la Madeleine de Proust pour toi, ton odeur d'enfance, celle qui symbolise l'enfance? C'est l'odeur de ma mère, en fait. Et donc, elle ne portait pas un parfum de Fragonard parce qu'elle portait l'air du temps de Nina Ricci. Et que je sens cette odeur, je pense immédiatement à ma mère et à mon enfance. Tu es née à Grasse et c'est une ville qui est très odorante puisque c'est la ville des parfums. Est-ce que tu associerais cette ville à une odeur en particulier? Alors, pas vraiment. Je pourrais associer à l'odeur de l'usine où j'allais quand j'étais enfant et ce mélange de toutes les fleurs qu'on appelle mille fleurs, qui est donc pas une odeur en particulier. C'est une odeur qui peut en plus varier un peu, mais que c'est cette odeur de mélange de parfums. Et d'ailleurs, on le retrouve dans toutes les usines de Grasse, cette odeur. Mais chaque usine de Grasse a son odeur des 1000 fleurs. Exactement. Parce que ça dépend de ce que l'on fait dans la journée, dans les laboratoires. Et donc, ça fait des mélanges. Et l'usine d'Aise, l'usine dans laquelle tu travailles... Alors là, c'est très différent parce que on fabrique surtout des cosmétiques. Donc, les odeurs se diffusent en fonction du cosmétique que l'on aura fait. Par exemple, si on a un lait pour le corps parfumé à la rose, ça va sentir beaucoup plus la rose puisque lorsqu'on va conditionner, l'odeur va se répandre. Donc, il n'y a pas cette odeur mille fleurs qu'on retrouve dans les usines de Grasse. C'est complètement différent. C'est très différent. Et l'odeur que toi, tu associerais à l'usine d'Aise, elle ressemble à quoi? Alors, c'est difficile à dire parce que elle varie vraiment en fonction du produit que l'on fabrique. Et donc, si un jour on n'a pas fabriqué ou pas conditionné, il n'y aura pas vraiment d'odeur dans la partie laboratoire. Dans la partie salon de vente, on retrouvera cette impression de mille fleurs due au fait que les clients auront essayé et chité dans le salon de vente. Et donc, on retrouvera ce mélange d'odeurs de nos parfums qui se mélangent entre eux. Il y a un parfum chez Fragonard que tu aimes particulièrement et que tu portes? Alors, il y en a un que je portais qui était tout ce que j'aime, c'était la rose, qui a été arrêté. Et donc, maintenant, je porte Belle de Paris. Qui est un parfum autour de l'iris. Qui est un parfum autour de l'iris, exactement. Mais j'aime aussi l'iris. Et ton parfum préféré, ton odeur préférée, est-ce qu'il y en aurait une parmi toutes celles que tu côtoies tous les jours? Ça reste toujours l'odeur de la rose. C'est vraiment celle que je préfère. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans ton jardin. Il y en a beaucoup dans mon jardin, exactement. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. J'aime les roses anciennes, odorantes, que j'achète en fait en Angleterre, dans une roseraie qui s'appelle David Austin Rose. Et donc, ce sont des roses avec des très jolis pétales et qui sentent très bon. Il y a des différentes odeurs de roses, donc elles sont pas toutes pareilles, mais on retrouve ces odeurs de roses anciennes. Est-ce qu'il y a une odeur qui te fait saliver? Le pain frais. C'est vrai? Oui. Donc, devant une boulangerie, tu craques? Ah, ben, je craque. Mais je craque pour du pain, pas pour le reste. Ce que j'aime, c'est le pain. D'accord. C'est le pain frais, le pain chaud, la croûte qui craque et cette odeur de pain chaud. Le pain qui sort du four. Ça t'évoque des souvenirs? Alors, ça m'évoque mon enfance et notamment une anecdote. Nous avions une cuisinière qui m'aimait beaucoup, qui s'appelait Alicia. Et elle me faisait des madeleines pour l'école tous les jours. Et un jour, j'ai dit en pleurant à maman, alors moi, jamais j'aurais du pain comme les autres petites filles. Parce que je n'avais qu'une envie, c'était manger du pain et que je comprenais pas pourquoi j'étais en fait punie, entre guillemets. Donc ta Madeleine de Proust est du pain. Est-ce que tu savais que la Madeleine de Proust a été au début une biscotte? Non, ça je savais pas.
Alors, je sais qu'il y a des odeurs qui te transportent. Il y a des odeurs de voyage, mais il y a aussi des odeurs assez proches dans la campagne. Alors, j'aime me promener dans la montagne, en fait. J'aime me promener lorsqu'on a toutes ces odeurs qui se mélangent dans la montagne, où on a les odeurs de pin, les odeurs de sapin, les odeurs de thym, les odeurs de romarin, notamment dans l'arrière-pays grassois, mais qu'on retrouve aussi lorsqu'on se balade dans les montagnes en Suisse, par exemple, l'été, et où on a cette diffusion d'odeurs de plantes aromatiques. Et de sapin aussi, cette odeur de sève. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour toi, une terre de parfum particulière qui t'évoque un voyage? Alors, le voyage que j'avais fait quand j'étais enfant, avec ma mère, en Tunisie, à Djerba. Qui est un pays qu'elle aimait beaucoup, je crois. Elle aimait toute l'Afrique du Nord. Donc, elle aimait le Maroc, elle aimait la Tunisie, elle aimait l'Égypte, elle aimait tous ces pays-là. Mais cette année-là, je pense que ça devait être la saison du jasmin. Et donc, il était vendu absolument partout des petits bouquets de jasmin que les gens mettaient soit à leur oreille, soit dans leurs cheveux, soit sur eux. Et donc, il y avait cette odeur de jasmin qui embaumait absolument partout. Et ça, j'associe toujours le jasmin à la Tunisie, en fait. Le jasmin qu'on retrouve aussi à Grasse et qu'on utilise beaucoup d'ailleurs en parfumerie. Et que j'ai chez moi aussi, puisque j'ai des jasmins qui sont plantés autour de mes fenêtres. Et donc, l'été, le soir, on sent le jasmin qui se développe et qu'on sent très, très fort. Et c'est vrai que c'est une odeur que j'aime aussi. Mais que je n'aime pas porter sur moi. Parce qu'elle est très présente. Parce qu'elle est trop présente. Par rapport à la rose, qui est plus discrète ou plus légère. Le jasmin est trop, peut-être, entêtant. Explique-nous un petit peu quel est ton rôle chez Fragonard et en quelle année tu as intégré la maison. Alors, j'ai intégré la maison en 2000 avec une phrase de mon père qui m'a dit « Tu as un doctorat de médecine, va donc t'occuper du laboratoire à Aise ». Voilà. Très bien. Donc, je suis arrivée comme ça. Donc, je m'occupe en fait de la qualité, des procédures, du respect de ces procédures. Je m'occupe de toute la pharmacovigilance, qui s'appelle en fait de la cosmétovigilance, et qui est donc l'analyse de tous les effets indésirables que peuvent avoir nos clientes en utilisant nos produits, comme des allergies essentiellement. Je travaille avec le service après-vente. Ils me font passer les réclamations. D'allergie. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Parce que j'imagine que tu as reçu beaucoup de messages de différentes clientes et clients. J'en ai une d'une dame. Nous avons beaucoup de clientes qui malheureusement ont des cancers et une avait un traitement nouveau, un protocole assez compliqué et elle ne pouvait absolument pas être mise en contact avec des huiles essentielles. Donc nous avons fait une très grande recherche parce que c'était compliqué. J'ai eu plusieurs mails avec elle. Elle m'a écrit une lettre manuscrite un mois après, extrêmement gentille, qui m'a énormément touchée. Et elle m'a envoyé un fascicule sur le soin et l'humanisme, qui était très intéressant. Et le plus touchant de tout, elle avait créé elle-même l'enveloppe avec laquelle elle m'a écrite, en collant dessus des choses qui devaient lui plaire, des fleurs, des oiseaux, des morceaux de tableau. Mon nom et mon adresse étaient écrits avec des crayons de couleur, tous différents. Et ça avait un côté en plus extrêmement Fragonard, par ce côté gaieté, créatif. Et j'ai été touchée par le mal qu'elle s'était donné pour m'envoyer ça. Ça doit être quand même extrêmement touchant. C'était extrêmement touchant. D'ailleurs, j'ai tout gardé. J'ai gardé son mot, j'ai gardé son enveloppe. Et c'est un côté qui est très important pour moi, ce rapport que je peux avoir avec certaines clientes dans des conditions qui sont assez particulières aussi. Et j'imagine qu'en tant que médecin, ça te touche encore plus. Ça me touche encore plus. Puisque c'est aussi essayer d'apporter un certain réconfort. Je pense que ma façon de répondre à une cliente qui a ce genre de demande et qui est atteinte d'un cancer est différente du fait que je suis médecin. J'ai des réponses qui sont peut-être plus adaptées que quelqu'un qui n'est pas médecin. Comment c'est de travailler autrefois avec ton père et aujourd'hui avec tes sœurs? Alors, avec mon père, j'ai pas travaillé avec mon père, en fait. Non, parce que mon père venait pas beaucoup à Aise. D'accord. Et mon père, c'était pas la partie qui devait le passionner le plus. Donc, j'ai pas vraiment ni discuté, ni vraiment parlé avec mon père. Donc, je peux pas vraiment dire que j'ai travaillé avec lui. Travailler avec mes sœurs, c'est très agréable, en fait. Donc là, j'ai pas tellement de soucis. Mais de la même manière, je suis complètement à part. C'est-à-dire que je suis dans le laboratoire à Aise. Je fais des choses qui sont pas les choses qui vont les intéresser le plus parce que les procédures, le respect des procédures, des choses comme ça, c'est très technique. Et ce sont des choses avec lesquelles on a peu de discussions entre nous. Mais sinon, c'est très agréable de travailler avec elle, bien sûr. Vous avez un partage des tâches qui est très clair et qui peut-être est la source de votre réussite. C'est-à-dire qu'en fait, Agnès et Françoise sont un binôme qui fonctionne absolument parfaitement bien entre elles toutes les deux.
Et moi, je trouve que tout ce qu'elles font, c'est bien, et je dis oui. Parce que je ne prends pas part dans les grandes décisions pour l'avenir de l'usine. Ça, je les laisse entièrement faire, elles. Je suis à mon endroit en tant que médecin et dans ma partie en tant que médecin, mais je n'ai pas de rôle sur le développement et le devenir de Fragonard. Ça, je leur laisse entièrement faire et j'ai entièrement confiance. Je pense que c'est important de s'entendre et d'être d'accord sur la vision générale de l'usine pour que l'affaire puisse fonctionner. Qu'est-ce qui te rend fière aujourd'hui, après toutes ces années? Parce que 2000, ça fait 26 ans. Il y a énormément de choses qui pourraient me rendre fière. Je suis fière de la réussite de Fragonard, je suis fière des usines, je suis fière de l'ouverture du musée de Arles, tout ça, c'est évident. Mais ce qui me rend vraiment fière, c'est lorsque des amis ou des gens que je ne connais pas bien me disent « C'est formidable d'aller chez Fragonard parce qu'on est toujours bien accueillis, parce que vos vendeuses sont absolument charmantes, parce qu'on se donne du mal, parce qu'on est considéré comme client. » Et donc ça, je trouve que c'est extrêmement important. Et ça, à chaque fois, ça me fait extrêmement plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton travail quotidien? Qu'est-ce qu'on fabrique à Aise et à quel moment, justement, ton expertise est nécessaire? Alors, à Aise, on fabrique une partie des cosmétiques qui sont vendus chez Fragonard. On fabrique les laits pour le corps, le baume après rasage, les gels douche, la crème à l'huile royale. Donc, en fait, à Aise, je surveille le fonctionnement général du laboratoire. Je surveille les résultats de bactériologie, puisque on fait des analyses de bactériaux de toutes nos productions. Donc, lorsqu'il n'y a pas de problème, très bien, mais dès qu'il y a un problème, ça m'est transmis. Et à ce moment-là, je regarde les résultats et je décide de ce qu'il faut faire. Je classe tous les dossiers cosmétiques, je les relis tous en entier. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur. Quand tu dis dossier cosmétique, c'est les dossiers papier. D'accord. Parce que pour chaque fabrication, il y a un dossier qui est fait, qui regroupe la feuille de fabrication, les feuilles de contrôle, les feuilles de conditionnement. Régulièrement, c'est moi qui libère les lots. Quand je ne peux pas libérer les lots, c'est quelqu'un qui est habilité à le faire et je contrôle ce qu'il a fait lorsque je passe au laboratoire. Je m'occupe de tout le SAV lorsqu'il y a une déclaration d'allergie ou d'irritation ou de n'importe quoi d'autre. Je m'occupe de toutes les réponses que l'on fait sur les compositions de nos parfums, de nos eaux de toilette ou de nos crèmes. Qui sont très transparents, je crois, hein. Sur les formules. Tout est transparent. Tout est transparent. Et chaque fois qu'on me demande quelque chose, eh bien, je réponds, je donne les pourcentages. Et voilà, il y a beaucoup de questions qui sont faites suite aux applications cosmétiques comme Yuka. La plupart du temps, ils scannent et ils nous écrivent en disant qu'on les empoisonne carrément, que c'est une honte de vendre des choses avec des produits cancérigènes, etc. Donc ça, je l'ai de plus en plus souvent, malheureusement. Et donc, je leur réponds en leur expliquant à la fois ce que sont les applications, ce que nous faisons, la réglementation, et après, je prends produit par produit qui les inquiète et je leur explique en quoi c'est pas dangereux. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que je fais extrêmement souvent. Les applications cosmétiques, leur moteur, je dirais, c'est un peu on vous cache tout, mais nous on vous dit tout. Et c'est pas vrai parce que la réglementation est très bien faite et voilà, il n'y a pas de danger. Et j'ai très souvent des gentils retours des clients qui me remercient de leur avoir expliqué. Et ça, c'est quelque chose qui est assez valorisant et assez plaisant, en fait. Donc, ça m'ennuie pas de répondre. J'imagine que toute la réglementation, c'est excessivement complexifié. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? Comment est-ce que tu le vis? Alors, oui, ça, c'est énormément complexifié. Au départ, quand je suis arrivée au laboratoire, il n'y avait pas de procédure. C'était des traditions orales, en fait. Il n'y avait quasiment pas de dossier de fabrication. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des choses, mais c'était pas organisé réellement et c'était pas produit par produit. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est créer les premières procédures et créer des dossiers de fabrication par produit. D'accord. Et depuis que je suis arrivée, nous en sommes à la 3e série de procédures. C'est-à-dire que les miennes ont été reprises par un spécialiste de procédures. On a dû encore une fois les refaire il y a environ 5-6 ans. Et donc maintenant, nous avons des dossiers très sérieux, très solides. Mais il faut savoir qu'en fait, au départ, enfin, on continue à travailler exactement comme on le faisait il y a 25 ans. C'est-à-dire on a les mêmes machines pratiquement. Enfin, il y a des nouvelles, mais c'est sur le même principe. Et en fait, on travaille de la même qualité que ce qu'on faisait avant, c'est juste la partie papier qui est devenue considérable. Et en termes de réglementation européenne, ça se complique chaque année avec des obligations de marquer des choses qu'on n'était pas obligé de marquer avant, comme par exemple la liste des allergènes qui était assez réduite, qui maintenant va être beaucoup plus importante puisqu'il faut en marquer jusqu'à, je crois, il y en a 107 ou 108, donc ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait. Tout ce qu'on doit
inscrire sur nos emballages, c'est compliqué. Enfin, c'est quelque chose de positif pour le client ou est-ce que c'est parfois pas toujours très justifié? c'est toujours positif pour le client. C'est peut-être un tout petit peu trop complexe par moment, mais bon, c'est comme ça. C'est compliqué aussi aujourd'hui pour les clients en général de s'y retrouver. Il y a beaucoup de produits qu'on dit cancérigènes, allergènes. Alors, allergènes, c'est sûr qu'il y a des produits qui sont allergènes et ça, c'est obligatoire puisque il y a des allergènes dans les bases parfumées et qu'il semblerait que les gens soient de plus en plus allergiques. Ça, c'est vrai. Alors après, que l'on dise qu'il y a des produits cancérigènes dans les cosmétiques, c'est entièrement faux. D'accord. Il n'y a pas de produits cancérigènes dans les produits cosmétiques, bien évidemment. C'est toujours une histoire de dose et de pourcentage. On peut avoir des produits qui seraient dangereux à très forte dose et dans une autre utilisation, mais à des doses extrêmement limites, très basses et à des utilisations en tant que cosmétique, il n'y a pas de danger. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, la réglementation est suffisamment stricte? Elle est très stricte. C'est la plus stricte qui soit. Européenne et française, c'est la plus stricte. D'accord. Donc franchement, les consommateurs sont extrêmement protégés. En tant que médecin, quels seraient tes conseils d'utilisation? On parle beaucoup aujourd'hui des tendances de routine, beauté, de cosmétiques en tout genre. Est-ce que tu aurais des conseils assez simples à partager? Les conseils simples, le premier, c'est de ne pas s'exposer au soleil si on veut garder une jolie peau et pas avoir de rides. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est nettoyer sa peau matin et soir avec des produits nettoyants, ce qu'il y a. Enfin, tout est lotion, démaquillante, voilà. Et utiliser des crèmes qui soient simples. Parce qu'il y a une grande erreur de penser qu'une crème très chère et très compliquée sera bénéfique. C'est pas vrai. Il faut des crèmes simples avec des ingrédients qu'il n'y en ait pas trop, parce que plus vous mettez d'ingrédients et plus il y a un risque d'avoir des allergies. Et pensez qu'à une hydratation de la peau, parce que tout le reste est quand même très aléatoire. Je veux dire, les rides ne disparaissent pas. Donc c'est surtout axé sur une bonne hydratation de sa peau. D'accord. Donc ça, c'est pour la peau. Et pour les parfums, alors je dirais qu'il vaut mieux utiliser les parfums sur ses vêtements que sur sa peau. Si on le fait sur sa peau, il faut le mettre dans des endroits qui ne sont pas exposés au soleil, parce que soleil et parfum, ça fait très mauvaise affaire. Ça peut tout à fait donner des taches qui partent pas facilement. Donc il faut mettre son parfum dans les zones qui sont pas exposées au soleil, donc derrière les oreilles, dans le creux du poignet. Mais éviter de s'asperger et après d'aller au soleil. Voilà les conseils. Et se parfumer les cheveux, est-ce que c'est... On peut le faire, bien sûr. C'est pas contre-indiqué? C'est pas contre-indiqué. Non, on peut le faire si on aime cette idée-là. Fragonard, c'est une maison familiale. Qu'est-ce que tes parents t'ont transmis, que tu essayes de perpétuer aujourd'hui? Alors, mes parents m'ont transmis le sens de l'honnêteté, de la droiture. Ça, c'est deux choses qui sont vraiment importantes pour moi. Ils m'ont transmis la nécessité de s'entendre en famille et d'être proches, mes deux sœurs et moi. Ils m'ont transmis aussi le sens de la fidélité. Voilà, ça sont les choses les plus importantes, je pense, qu'ils m'ont transmises. Et la fidélité, on la retrouve d'ailleurs chez Fragonard parce que on travaille avec les mêmes personnes. Avec les mêmes personnes. Exactement. Sur plusieurs générations aussi. Générations, si on peut. Et c'est aussi quelque chose que nous aimons avoir dans notre univers de travail. Et nous avons des vendeuses qui ont fait pratiquement toute leur carrière chez nous, qui sont rentrées à 18 ans et qui partent à la retraite. Ouais. Donc ça prouve aussi une fidélité à Fragonard et un attachement. D'ailleurs, pour ne citer que Hez, tu as quand même un exemple assez incroyable. Un exemple incroyable, puisque le directeur de Hez, Jean-Pierre Cardelli, que j'ai beaucoup connu et beaucoup aimé, il est rentré très jeune. Il est rentré un 1er mai, parce qu'il venait chercher sa future femme, je crois, qui était vendeuse chez nous. Et il a rencontré le directeur à l'époque de Hez, qui lui a dit, si vous faites rien, venez travailler pour nous. Il a dit oui. Et il lui a dit, venez demain. Et Jean-Pierre m'a dit, demain, c'était le 1er mai. Alors, je suis arrivée le 1er mai. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et le directeur lui a dit, balayer la cour. Voilà. Il est devenu le directeur de l'usine qu'il a merveilleusement dirigé pendant 40 ans ou plus. Et maintenant, c'est sa fille qui dirige l'usine de Hez. Donc là aussi, la fidélité et la transmission se sont faites. Il y a des relations humaines qui se tissent et qui se créent, qui sont incroyables. C'est des choses, c'est très, très important. Bien sûr. Au laboratoire, nous avons un neveu qui vient d'arriver, que nous venons d'engager, qui est le neveu de Christine, qui a travaillé au laboratoire plus de 30 ans. Et qui a pris sa retraite à 2-3 ans et voilà. Et maintenant, on a son neveu. Est-ce qu'il y a des personnalités qui t'inspirent ou des femmes qui t'inspirent? Il y a ma tante, ma marraine, qui est en fait la femme de mon oncle Gilles, qui est le cousin germain de mon père.
Et ma marraine est médecin. Elle a été médecin dans des années où pas tant de femmes que ça étaient médecins. C'est elle qui a suscité ta vocation ou... Probablement, une grande partie. Elle et ma mère, parce que ma mère aurait aimé être médecin, je pense, et ne l'a pas été. Et donc, ma mère m'a beaucoup poussée parce que mon père était complètement contre l'idée que je devienne médecin. Détestait les médecins. Ça ne lui plaisait absolument pas. Maman m'a beaucoup poussée. Et l'image de ma tante, je pense. C'est une femme qui a toujours fait énormément de choses, qui a créé l'école des parents. Après, elle a créé l'école des grands-parents. Maintenant qu'elle a 94 ans, depuis des années, elle a créé une association qui s'appelle Hold Up pour parler de ce quatrième âge où de plus en plus de gens sont confrontés. Et donc, elle est, je pense, un de mes exemples, oui. Quelle était l'image de Fragonard à l'époque de ton père et est-ce qu'elle a changé pour toi, selon toi, depuis que vous avez repris l'entreprise avec tes sœurs? Alors, elle a effectivement énormément changé parce qu'à l'époque de mon père, c'était une parfumerie, donc une usine où l'on fabriquait des parfums, des eaux de toilette, des savons. Donc, les clients visités, c'était essentiellement des touristes qui visitaient et qui, à la fin de la visite, avaient trouvé ça amusant et achetaient des parfums de ce que nous avions. Mais c'était restreint à qu'un univers de la parfumerie et absolument pas à ce qu'on a développé. Le développement s'est fait à partir de 1997, lorsque ma mère a ouvert son musée, qui était le musée du costume et du bijou provençal à Grasse. Qui existe toujours, et qui a été en fait le point de départ de cette ouverture de Fragonard sur un art de vivre. Donc mes sœurs ont créé Fragonard Maison, Fragonard Confidentiel, et donc cet univers s'est d'abord féminisé beaucoup. Et puis, Fragonard, ce n'est plus que de la parfumerie, mais c'est tout cet ensemble d'art de vivre que nous aimons et que nous avons développé. Est-ce que tu aurais un produit cosmétique qu'on fabrique chez Fragonard que tu aimes particulièrement? Alors moi, j'aime particulièrement l'huile d'argan. D'abord parce que c'est un produit qui est très à part de tout le reste. Nous avons une très très bonne huile d'argan puisque c'est 95% d'huile d'argan et 5% de parfum, enfin de base parfumée pour justement que cette huile ait une bonne odeur. Et ça, on n'en trouve absolument nulle part ailleurs à cette concentration-là. C'est un produit qu'on peut utiliser pour le corps et qu'on peut utiliser aussi pour les cheveux. Et ça fait la peau très très douce. C'est un peu difficile à utiliser parce que c'est une huile qui est grasse et pas sèche, mais les bienfaits sont extraordinaires. Et ça rejoint ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un produit avec très peu d'ingrédients. Un seul. Plus efficace. Moi, c'est ce que je trouve. C'est less is more, comme on dit en anglais, et de privilégier la qualité à la quantité. Exactement. En fait. Pour toi, Fragonard, en 3 mots, ce serait lesquels? La qualité, en premier. En tant que médecin, la qualité, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, la créativité. Toutes ces choses différentes que l'on peut proposer. Et en dernier, ça serait la gaieté pour les couleurs, pour la joie de vivre. Le soleil du Sud. Pour le soleil du Sud, exactement. Merci beaucoup, Anne. Merci, Charlotte. Merci. Je suis Charlotte Urbain et vous venez d'écouter À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Gautam Choukla a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Merci à tous pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et partager le podcast.